Aux urgences, le chaos éclate lorsque les ambulanciers arrivent avec une femme enceinte, la gorge déchirée et en sang. Les médecins pensent qu'un animal sauvage l'a attaquée dans la rue. Avant qu'ils ne puissent la stabiliser, les contractions commencent. L'équipe s'affaire, pratiquant une césarienne d'urgence, et un petit garçon en bonne santé vient au monde tandis que sa mère lutte pour sa vie. Des années plus tard, l'histoire bascule vers une nouvelle scène. Un jeune couple arrive à ce qui ressemble à une fête clandestine. Mais au lieu boîte de nuit, ils pénètrent un immense congélateur industriel, le plafond tapissé de carcasses suspendues. Un agent de sécurité bloque la porte fond jusqu'à ce que la jeune femme se penche et embrasse soudainement son cavalier avec intensité. Ce n'est à ce moment sont autorisés à entrer. La musique résonne contre les murs métalliques, ils pénètrent la salle principale. Des lumières néon clignotent et le garçon perd rapidement de vue sa partenaire dans la foule. Lorsqu'il la repère enfin, un danseur à proximité le bouscule violemment et la confusion s'installe. Autour de lui, des inconnus le fixent avec des regards perçants et hostiles. Du plafond, un étrange liquide rouge goutte sur sa main. En un instant, les gicleurs s'activent, inondant la piste de danse. Mais ce n'est pas de l'eau, c'est du sang. Les fêtards éclatent de joie, les bras levés sous la pluie écarlate. Le garçon trébuche, terrifié, glissant sur le sol poisseux tandis que les rires et la musique se fondent en cauchemar. Rampant vers la sortie, il encaisse des coups de pied et des coups de la part de la foule en délire. Soudain, ses mains rencontrent une botte. Il lève les yeux et aperçoit une silhouette sombre. Blade. La pluie de sang cesse et les fêtards hésitent. Le massacre commence. Blade se déplace avec une précision mortelle, utilisant son fusil à pompe, sa mitraillette et ses pieux en bois pour décimer les vampires paniqués. La sécurité n'a aucune chance alors que la foule s'éparpille. Prise de panique. Le dernier groupe désespéré de suceurs de sang tente de lui résister. Blade passe à son épée, les découpant un à un. Il ne reste plus que le chef des vampires. Le chasseur le plaque contre le mur avec des pieux en argent, puis l'embrasse. Lorsque la police arrive, il ne reste qu'un cadavre en flammes et un survivant traumatisé, tremblant sur le sol couvert de sang. Blade a déjà disparu dans la nuit. Le corps calciné du vampire est emmené à l'hôpital pour examen. À la morgue, les médecins commencent l'autopsie, inconscients du danger. Le cadavre tressaille soudainement, puis se relève, attaquant d'abord un infirmier, avant de se jeter sur la femme médecin venue étudier l'étrange échantillon de sang. Elle tente de s'échapper mais échoue, et ses crocs s'enfoncent dans son cou. Le couloir s'agite brusquement lorsque Blade surgit et tranche le bras du vampire d'un seul coup net. En grondant, la créature bondit à travers une fenêtre de l'hôpital et disparaît dans la nuit. Blade se tourne vers la médecin mordue, levant son arme pour abréger ses souffrances. Mais un souvenir lui traverse l'esprit. Sa mère, la femme enceinte d'il y a des années, avait été la première victime. Blade abaisse son arme. Au lieu de tuer la femme, il la saisit et l'emporte dans la nuit, poursuivi par les balles de la police. Il fuit vers une planque secrète où son mentor, Abraham Whistler, les attend. Le vieux chasseur examine la femme blessée d'un air sombre, avertissant qu'elle risque de se transformer bientôt en l'une des créatures qu'il traque. Blade fixe la médecin effrayée, incapable de l'achever. Whistler intervient, remarquant le nom sur son badge, Karen Johnson. Il explique qu'il y a peut-être encore une chance de ralentir la transformation. Il prépare une injection brutale d'extrait d'ail, un composé qui brûle comme du feu dans les veines, mais qui peut stopper une infection vampirique. Karen se tord de douleur alors que le traitement commence. Loin de la planque, le conseil des anciens vampires se réunit. Ils murmurent à propos du désastre survenu lors de la fête du bain de sang. Leur chef déclare que le coupable est Blade, le tristement célèbre marcheur diurne, un hybride qui chasse les siens. Les anciens convoquent Deacon Frost, un jeune chef ambitieux d'une maison vampire mineure. Lui aussi est un sang-mêlé, transformé plutôt que né vampire, et il porte la marque indélébile de cette honte. Le conseil reproche à Frost d'avoir attiré l'attention de Blade et de mettre en danger leur monde secret. Depuis des siècles, les vampires vivent dans l'ombre et les anciens insistent pour qu'il en soit toujours ainsi. Mais Frost n'a aucun intérêt à se cacher. Il rêve de conquête, d'un monde dominé par les vampires où l'humanité serait réduite en esclavage ou transformée. Il quitte la réunion avec défi, promettant que le changement est en marche. De retour à la planque, Blade rend visite à son armurier de confiance, faisant le plein d'essence d'ail fraîche et d'une dose plus forte de son propre sérum, une injection douloureuse qui réprime sa soif de sang. Pendant ce temps, Karen reprend connaissance. Elle est toujours humaine. En explorant la pièce, elle remarque l'épée de Blade et tente de la saisir, mais recule brusquement, choquée, lorsque des pointes cachées jaillissent, prêtes à punir toute tentative non autorisée. Blade revient alors que Whistler étudie les notes de Karen, soupçonnant qu'elle est sur le point de découvrir quelque chose d'important sur la condition des vampires. La conversation se déroule pendant que Blade s'injecte une dose plus forte de sérum, son corps se contractant sous l'effet de la douleur. Karen écoute en secret, mais finit par être confrontée par les chasseurs. Réalisant qu'ils ne peuvent plus cacher la vérité, ils lui révèlent qui ils sont et ce qu'ils font. Voyager de ville en ville, traquant et détruisant les vampires où qu'ils se terrent. Karen veut le nier, mais le souvenir du cadavre brûlé qui refusait de mourir la force à accepter la réalité.
Whistler lui fait visiter leur arsenal, des armes en argent, de l'ail et sa toute dernière invention, un puissant projecteur ultraviolet capable de réduire les vampires en cendres. Blade accepte de le tester bientôt sur le terrain. Whistler la prévient que les vampires n'oublieront pas son visage et qu'à partir de maintenant, elle ne sera plus jamais vraiment en sécurité. Avant de la laisser partir, il l'équipe d'une petite bonbonne de spray à l'ail. Alors qu'elle s'en va, Whistler lui donne un dernier conseil sombre. Si la soif survient, il vaut mieux choisir la vie que de devenir un monstre. Ailleurs, l'ancien vampire Gitano surprend Frost dans les archives interdites. Le jeune vampire scanne d'anciens parchemins à l'aide d'ordinateurs modernes, à la recherche de secrets jalousement gardés par les anciens depuis longtemps. Gitano le gifle violemment, furieux qu'un sang mêlé ose pénétrer dans le domaine de la maison Erebus. Frost refuse d'expliquer ses intentions, se contentant de sourire alors que l'ancien quitte la pièce furieux. Dans la salle silencieuse, les ordinateurs continuent de décrypter les textes oubliés, laissant entrevoir la voie dangereuse que Frost a choisie. Blade dépose Karen à son appartement, lui adressant un dernier avertissement. Restez sur vos gardes. En montant, elle remarque quelque chose d'étrange. Plusieurs inconnus dans l'ascenseur portent des tatouages identiques sur le cou. Lorsqu'elle sort, 2 d'entre eux la suivent. Ils la suivent sur quelques pas, puis disparaissent. De retour dans son appartement, elle a à peine le temps de souffler qu'on frappe à la porte. Un policier se tient sur le seuil, mais quelque chose cloche. Son ton est menaçant et son regard glacial. Lorsqu'il s'approche trop, Karen lui pulvérise du spray à l'ail en plein visage. Cela ne fait rien. Avant que la panique ne s'installe, Blade entre dans la pièce. Le chasseur révèle la vérité. Cet homme n'est pas un vampire. Pas encore. C'est un familier, un serviteur humain qui espère être transformé. Blade frappe le policier et lui montre le tatouage sur le cou, le même que Karen a vu. C'est une marque. Il appartient au diacre Frost. En bas, ils ouvrent le coffre de la voiture de patrouille et trouvent des glacières remplies de sang de donneurs. Mais alors que Blade resserre son étreinte, le familier se libère. Avec Karen qui le retient et une foule à proximité, Blade hésite. Le serviteur s'échappe dans la rue. Après une brève dispute, Karen prend une décision. Elle monte dans la voiture à côté de Blade. Elle ne reviendra pas en arrière. Elle sait qu'elle est plus en sécurité avec lui et insiste pour trouver un remède. Plus tard, ils aperçoivent le familier retournant à sa voiture. La poursuite les mène à travers la ville sombre, directement jusqu'à un club de vampires caché. Des gardes se tiennent devant l'entrée. Cet endroit n'est pas qu'une boîte de nuit, c'est une crypte. Blade arme Karen d'un pistolet chargé de balles en argent et entre comme s'il était chez lui. À l'intérieur, une autre fête bat son plein, mais l'ambiance est différente. Pas de danse cette fois. Les invités sont assis autour des tables, écoutant un set électronique joué par un DJ et 2 chanteuses asiatiques. Près du bar, Blade repère le familier. Il se fraye un chemin à travers la foule et le plaque au sol, envoyant valser les gardes à proximité. La poursuite continue dans la cuisine, où Blade traverse le matériel et les meubles à coups de force, utilisant l'homme terrifié comme un bélier. Il a besoin de réponses. Où est l'entrée cachée? Et une fois de plus, les vampires l'ont dissimulé dans un congélateur. On dirait qu'ils ont un faible pour les espaces froids et confinés. Blade relâche le familier et conduit Karen dans le passage secret. Ils descendent en ascenseur jusqu'aux archives, le même endroit où Frost décryptait d'anciens textes vampires. Alors qu'ils commencent à fouiller dans les données, le familier retourne à la suite privée de Frost. Une fête bat son plein, mais le chef des vampires reste rivé à son ordinateur. Les dernières pages d'une prophétie vieille de plusieurs siècles sont presque déchiffrées. À l'écran, une étrange structure circulaire apparaît, marquée de symboles et d'espaces vides, destinés à des personnes portant des signes spécifiques sur leur corps. Les détails restent un mystère, mais la forme et les marques laissent entrevoir un rituel dangereux. Le familier interrompt la concentration de Frost et lui raconte tout sur Blade, la femme et comment elle a été utilisée comme appât. Pendant un instant, Frost ne dit rien. Puis, sans prévenir, il bondit et vide l'homme de son sang, jetant son corps dans la piscine au centre de la pièce. Parmi les invités de la fête se trouve quelqu'un d'inattendu. Quinn, le même vampire que Blade a brûlé et mutilé plus tôt. Désormais, il sert de bras droit à Frost. Sa main manquante rappelle leur dernière rencontre. Deacon Frost donne son prochain ordre. Il veut le Daywalker vivant. Au plus profond des archives des vampires, Blade et Karen suivent la puanteur jusqu'à sa source. Accroupi devant un écran lumineux se trouve Pearl, un archiviste grotesque qui ressemble plus à un monstre boursouflé qu'à un homme, ses plis de chair pâle débordant du fauteuil. À l'écran, il explique à Frost la signification du schéma déchiffré. Ce plan fait partie d'un rituel ancien. Lorsque Pearl voit Blade sortir de l'ombre, la terreur le frappe si violemment qu'il pousse un gémissement paniqué et s'agite maladroitement de peur. Il hurle à la caméra que le chasseur est là pour le tuer. Frost ne bronche pas.
Il dit calmement à Pearl de mourir avec un peu de dignité et coupe la transmission. Blade et Karen s'approchent, activant le projecteur ultraviolet. Le faisceau brûle la peau de Pearl, la faisant griller instantanément. Ses cris stridents résonnent dans la salle des coffres. Sous la lumière brûlante, l'archiviste finit par parler. Il révèle le plan de Frost, une cérémonie ancestrale destinée à réveiller le dieu du sang, la Magra. Pour l'accomplir, Frost a besoin de 12 vampires de sang pur et de quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'a pas encore révélé. Blade s'empare d'un disque de données dans les archives et ordonne à Karen de surveiller Pearl. Si la créature bouge, elle doit le griller à nouveau. S'enfonçant plus loin dans la section réservée, Blade trouve une porte verrouillée et décide de la faire sauter, ignorant les protestations paniquées de l'archiviste. Karen le fait taire avec un autre flash brutal de lumière UV, le laissant carbonisé, mais vivant. L'explosion ouvre le coffre-fort, révélant les parchemins originaux. Mais alors que Blade entre, une jeune fille assise par terre attire son attention. Il hésite et en un éclair, elle l'attaque, le projetant à travers la pièce et brisant une vitrine. D'autres vampires affluent, menés par Quinn, dont le visage balafré se tord dans un rictus de triomphe. Le combat éclate rapidement, mais la chance tourne contre le chasseur. Une chaîne s'enroule brusquement autour de son cou, le tirant contre un pilier. Karen est capturée, elle aussi. Quinn s'avance, torse bombé, exhibant sa main régénérée, celle que Blade lui avait tranchée à l'hôpital. Les vampires se pressent autour de lui, l'un d'eux osant saisir l'épée de Blade. Les pointes défensives de l'arme jaillissent, tranchant la main du voleur. Mais les spectateurs s'en soucient à peine. Elle repoussera. Quinn savoure l'instant, enfonçant 2 pieux d'argent dans l'épaule de Blade, se moquant du chasseur comme il avait lui-même été humilié lors du massacre du bain de sang. La pièce éclate de rire, mais leur victoire est de courte durée. Dans l'oreille de Blade, une minuscule oreillette grésille. Whistler écoute. Quelques instants plus tard, le vieil homme fait irruption dans le bâtiment. Boitant mais inarrêtable, il déchaîne une pluie de balles, fauchant les gardes vampires avec une précision impitoyable. Blade et Karen profitent de la diversion, se libèrent et plongent à travers l'ouverture que Whistler avait créée plus tôt. Le trio s'engouffre dans un tunnel de service menant au métro de la ville. Alors qu'il fuit, Whistler lance un lourd explosif dans les archives. La détonation déchire la salle au moment même où un train de métro gronde, coupant leur route d'évasion. Un éclat volant frappe Whistler en plein visage, mais il continue d'avancer. Blade et Karen sautent dans le tunnel, esquivant entre les trains rugissants. Dans une course-poursuite brutale à travers l'obscurité, chasseurs et vampires s'affrontent entre rails. Un à un, les créatures tombent. Quinn perd main, puis s'écrase tête première contre flanc train en marche, comptant wagon avec son crâne. Blade et Karen s'accrochent au dernier wagon d'un train disparaissant dans la nuit, tandis que les vampires survivants restent derrière. De retour à l'abri du repère, Blade s'injecte une nouvelle dose de sérum. Il explique à Karen qu'il n'est pas un vampire à part entière, mais quelque chose de différent, quelque chose d'intermédiaire. Ses mots sont brefs, mais ses yeux révèlent le poids qu'il porte. Plus tard, Whistler poursuit le récit, complétant les morceaux manquants. Il raconte à Karen qu'il a rencontré Blade pour la première fois alors que le garçon n'avait que 13 ans, errant dans les rues et se nourrissant du sang de vagabonds. Whistler a failli le tuer, le prenant pour un vampire jusqu'à ce qu'il découvre la vérité. La mère de Blade avait été mordue durant les derniers jours de sa grossesse. Elle est morte en accouchant et l'attaque a modifié les gènes de son enfant. Le résultat fut un hybride unique en son genre, un marcheur diurne. Blade possède la force et la vitesse d'un vampire, mais il peut marcher en plein soleil et résister à l'argent. Sa malédiction, c'est la soif, une faim qui ne disparaît jamais vraiment. Dernièrement, le sérum ne lui procure que de brefs moments de répit. Le passé de Whistler est tout aussi tragique. Il confie qu'un vampire a autrefois massacré toute sa famille, un invité qu'il avait imprudemment accueilli chez lui. Ce jour-là, il a juré de traquer ces créatures jusqu'à son dernier souffle. Il prévient qu'un grand bouleversement se prépare dans le monde des vampires, et tous les indices mènent à Deacon Frost. Lorsque Karen entre dans la chambre de Blade, elle dit qu'elle comprend enfin qui il est. Blade répond calmement qu'elle ne peut pas tout savoir. Il n'est pas humain, pas vraiment. Elle essaie de le convaincre du contraire, mais il avoue que sa mission a toujours été personnelle. Depuis le début, il traque le monstre qui a attaqué sa mère et l'a transformé ainsi. Pendant ce temps, au penthouse de Frost, Quinn revient en disgrâce. La petite amie de son maître se moque de lui, mordant pour s'amuser sa souche fraîchement régénérée. Frost lui-même rappelle à Quinn que Blade doit être capturé vivant. Peu après, les vampires organisent une démonstration brutale. Au lever du soleil, un prisonnier encapuchonné est traîné jusqu'à un rivage désolé. Lorsque le sac est retiré, les anciens de la maison Erebus voient le visage de Gitano, l'ancien chef du clan. Frost lui arrache les crocs de la bouche avec une pince, le dépouille et le force à s'agenouiller face à l'aube. Les premiers rayons du soleil l'embrasent. Quelques instants plus tard, son corps explose, dispersant des cendres sur le sable. Main dans la main avec sa maîtresse, Frost assiste à l'exécution comme à un couronnement. Lors de la réunion suivante du conseil, Frost arrive avec les crocs de Gitano, revendiquant sa place à la tête de la table. Il exige 12 volontaires pour un rituel spécial, l'étape finale de son plan pour réveiller la Magra. De retour à la planque, Blade et Whistler étudient le butin récupéré dans les archives.
Le chasseur présente un fragment du parchemin contenu dans le disque de données volé, tandis que Whistler promet de décrypter le plan de Frost. Karen, désormais plus déterminée que jamais, installe son matériel médical. Elle a mis au point un nouveau composé capable de faire bouillir le sang vampire au contact. Un test au microscope se termine de façon explosive, brisant la vitre. En prélevant le sang de Blade pour analyse supplémentaire, Karen découvre une autre vérité. Whistler est en train de mourir d'un cancer. Même avec sa carapace dure, le vieux chasseur n'a plus beaucoup de temps. Plus tard, alors que Karen examine la morsure sur son cou, Whistler la surprend. Il la prévient qu'elle a mauvaise mine, et si l'infection s'installe, elle pourrait se transformer un jour ou deux. Elle lui demande de ne pas l'enterrer avant d'être certain. Blade part recharger son sérum. Dans les rues de la ville, il se retrouve enfin face à face avec Deacon Frost. En plein jour, Deacon Frost sort à découvert, la peau recouverte d'une crème solaire. D'une main, il tient fermement le poignet d'une fille asiatique, sa prise d'otage. Il s'approche de Blade avec calme, impatient de rencontrer le Daywalker en face à face. Frost parle avec une arrogance glaciale, affirmant que les humains ne sont rien d'autre que du bétail, tremblant à la vue de chasseurs comme Blade. Il déclare que les vampires sont la race supérieure destinée à régner sur la Terre. Blade ne bronche pas. Il observe les symboles du rituel que Frost prépare et le rejette comme un simple imposteur sans importance. Avec un sourire en coin, Frost pousse la fillette terrifiée dans la circulation et s'enfuit. Blade l'arrache de justesse à la trajectoire d'un bus arrivant à toute vitesse. L'enfant ne prononce pas un mot. Elle s'enfuit dans la foule et disparaît. Pendant que le chasseur affronte Frost, Karen et Whistler continuent de tester son sérum expérimental dans la planque. Elle pense que la formule pourrait aider à guérir les vampires nouvellement transformés et peut-être même réprimer définitivement la soif de Blade. Mais avant qu'ils ne puissent terminer, la planque est attaquée. Les vampires envahissent les lieux et bien que le duo parvienne à en tuer plusieurs, ils sont finalement capturés. Lorsque Blade revient, il trouve l'endroit saccagé. Karen a disparu. Dans la pénombre, un drap ensanglanté recouvre Whistler, qui s'accroche à la vie juste assez longtemps pour laisser un message. Il explique que Frost a enlevé Karen et prévoit de déclencher une apocalypse vampirique qui effacera l'humanité de la surface de la Terre. Le vieil homme comprend enfin la traduction. Blade lui-même est la clé pour invoquer la Magra. C'est pourquoi ils ont besoin de lui vivant. Whistler supplie Blade de mettre fin à ses jours avant que l'infection ne le transforme. Le chasseur hésite, mais finit par placer le pistolet chargé dans la main de son mentor et s'éloigne. Un coup de feu résonne dans l'entrepôt vide. Blade retourne dans sa chambre et regarde la vidéo provocatrice de Frost, l'invitant à le rejoindre à la tour Edgewood. Karen, désormais entre les griffes de Frost, fait face directement au chef des vampires. Il se joue d'elle, insinuant que Blade a déjà dû la revendiquer, puis lui offre un choix, la transformation ou la mort. Elle lui répond avec défi, affirmant qu'elle survivra à une morsure et se guérira elle-même. Frost rit de sa confiance, la traitant d'idiote. Lorsqu'elle le traite de corrompu, pas une véritable évolution de l'espèce, son calme se fissure. Il fulmine contre la Magra, le dieu du sang, et l'apocalypse à venir qu'aucun sérum ne pourrait arrêter. Quelques instants plus tard, le bruit des moteurs et des coups de feu fait voler l'air en éclats. La lame arrive. Il charge des pieux en argent, des balles forgées et des seringues remplies du sérum mortel de Karen. Le hall d'entrée est plongé dans le chaos tandis que les alarmes résonnent dans la tour. Frost se retire dans son penthouse. Blade monte encore plus haut, pour se retrouver face à deux gardes vampires d'élite qui l'attendent aux derniers étages, prêts pour l'affrontement final. Blade affronte les gardes vampires d'élite dans les étages supérieurs, testant la nouvelle arme injectable de Karen. Le résultat? L'effet est instantané et dévastateur. Un seul tir et les créatures explosent en violentes gerbes de sang, ne laissant derrière elles qu'un nuage de brume rouge. Le chemin dégagé, Blade avance et entre dans un couloir blanc et lumineux. Au centre, un ordinateur portable diffuse en boucle le plan complexe de Frost pour invoquer le dieu du sang, la Magra. Puis, depuis l'ombre, un lit mécanique glisse et s'ouvre. Allongée dessus se trouve une femme qu'il ne s'attendait pas à revoir. Sa mère, vivante, en bonne santé et souriante. Elle lui explique que c'est Frost qui l'a mordue et qu'elle est avec lui depuis ce jour. La révélation sidère Blade, le laissant vulnérable. Des vampires surgissent de toutes parts et le frappent avec des matraques électriques jusqu'à ce que son corps devienne inerte. Lui et Karen sont jetés à l'arrière d'un camion, enchaînés et meurtris, le convoi se dirigeant vers le site du rituel. Pendant le trajet, Karen lui murmure qu'elle pourrait avoir un remède contre le vampirisme, mais elle le prévient que cela priverait Blade de ses pouvoirs. Au temple, les prisonniers sont traînés et frappés à coups de matraque vers le centre d'une immense chambre souterraine. Les membres du Conseil des vampires, désormais prisonniers de Frost, sont disposés tout autour de la pièce. Queen fait tomber Blade à genoux et le chasseur tremble de soif, entendant à peine les paroles de ses ennemis. Frost s'amuse avec les armes de Blade, faisant tourner l'épée et examinant les seringues. Prenant les fioles de sérum de sang bouillant pour les injections du marcheur diurne, il les jette négligemment de côté. Karen est projetée dans une fosse sombre sous le temple, où un vampire aveugle à moitié sauvage rampe vers elle. Dans cette silhouette déformée, elle reconnaît son ancien collègue de l'hôpital, désormais réduit à l'état de monstre.
Il tente maladroitement de parler, mais elle se défend, l'assommant avec un gros os avant de sortir de la tanière souterraine pour partir à la recherche de Blade. Pendant ce temps, la cage du chasseur attend. Blade est enfermé dans un immense appareil qui draine son sang comme un extracteur vivant. Sa mère referme la chambre dans un doux sifflement. Elle lui demande pardon, l'appelant par son nom humain, Eric, avant d'avouer qu'elle s'est depuis longtemps abandonnée à la fin. Le rituel commence. Tout autour de la salle, les anciens vampires sont placés en cercle parfait. Des canaux creusés dans les murs se remplissent du sang de Blade, se connectant à des motifs sculptés dans la pierre. Des étincelles d'énergie sombre parcourent le temple. Lorsque Karen arrive enfin et force la chambre à s'ouvrir, le processus est déjà en cours. Blade s'effondre au sol, faible et à peine conscient. Karen prend une décision désespérée. Elle lui dit de boire son sang, de prendre la force dont il a besoin. Il refuse, puis comprend qu'il n'y a pas d'autre solution. Le marcheur diurne plante ses crocs dans son cou et la puissance afflue à nouveau dans son corps. Au-dessus, des gouttes de sang commencent à tomber sur le front des membres du conseil. Frost s'avance au centre du cercle rituel, levant les bras alors que la dernière goutte tombe. La foudre frappe la chambre et la transformation commence. La mère de Blade se jette sur lui, furieuse qu'il se soit échappé. La bataille pour la survie est sur le point d'éclater. Karen tente de perturber le rituel, tirant au fusil à pompe et envoyant l'un des gardes de Frost basculer dans l'abîme. Au même moment, Blade, désormais pleinement puissant, met fin à l'existence maudite de sa mère d'un coup décisif. Les anciens vampires sacrifiés hurlent alors que leurs esprits squelettiques s'arrachent de leur corps et se précipitent dans Deacon Frost, achevant ainsi sa transformation en réceptacle vivant de la Magra. Animé par la rage, Blade traverse la chambre ensanglantée pour affronter le nouveau dieu des ténèbres. Sa première cible est Quinn, et le marcheur diurne l'abat avec une précision implacable, récupérant ses lunettes de soleil alors qu'il élimine les vampires restants avec une efficacité brutale. Karen rejoint le chaos, aspergeant la compagne de Frost d'extrait d'ail. La réaction chimique est si violente que la tête du vampire explose dans un jaillissement sanglant. Enfin, le chasseur affronte Frost. Leurs épées s'entrechoquent dans un combat intense et retentissant. Blade porte un coup parfait, tranchant le seigneur vampire en deux d'un seul geste, mais les morceaux se rejoignent instantanément. La régénération de la Magra est imparable, se moquant de la puissance de l'épée légendaire. Puis Blade se souvient des fioles, le sérum de sang bouillant de Karen. Il lance son épée, empalant les seringues de la pièce. Au début, cela semble un échec, jusqu'à ce que le mécanisme caché de l'épée s'ouvre brusquement, projetant les fioles directement dans les mains de Blade. À vitesse fulgurante, il enfonce des injecteurs dans le corps de Frost. Le dieu vampire est pris de convulsions, sa chair bouillonnant alors que la formule fait effet. Une vague de pression le traverse et la sombre divinité explose dans une gerbe de sang et de cendres. La salle du rituel retombe dans le silence. Blade et Karen s'échappent sur le toit, regardant les lumières de la ville briller dans la nuit. Elles jurent de continuer à chercher un remède contre le vampirisme, mais Blade refuse l'idée de la paix. Il ne demande qu'une chose, plus de sérum pour contenir la soif. Dans la scène finale, le marcheur diurne apparaît à Moscou, affrontant un autre vampire dans la neige, rappelant au monde que sa guerre est loin d'être terminée.